Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimball. L'élection présidentielle du 16 mars 2026 qui a vu rempiler à la tête de notre pays M. Denis Sassou Nguesso pour la 5e fois consécutive a laissé au peuple congolais un goût insipide tant l'hypothèse de sa réélection face à une opposition complètement désarçonnée et dépourvue de stratégie n'a laissé la place à aucun doute. Mais une question a toutefois cheminé dans l'esprit de beaucoup de Congolais, à savoir un mandat de plus, pourquoi pas, mais pourquoi faire qu'il n'a pu faire au cours des 4 dernières décennies? Cette interrogation traduit et illustre toute la contradiction et la différence de perception et de réalité entre, d'une part, un gouvernement et un régime au pouvoir qui se complaît dans une autosatisfaction de son action politique et de son bilan économique qu'il estime glorieux et dont il fait écho partout où il y a besoin. Nous ne devons pas avoir honte de notre bilan. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président. Et d'autre part, d'un peuple lassé et désabusé par des promesses toujours grandiloquentes qui peinent pourtant à se concrétiser sur le terrain économique et social. Vraiment, maintenant, là, c'est dur, vraiment. Le coût de la vie, vraiment, c'est dur. La population se plaint, vraiment. Le marché, le panier de ménagère, vraiment, ça ne répond plus. Donc avant, avec 3 000 francs, on peut faire le marché. Mais maintenant, là, vraiment, même 3 000 francs, ça ne répond pas. Surtout là, l'école va commencer bientôt. Là. Vous voyez? Donc là, il faut préparer encore la rentrée. Il faut payer encore des maisons. Donc vraiment, ça pèse. Dans un pays où, 66 ans après l'indépendance, l'état des infrastructures ainsi que la fourniture des services publics de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé de qualité, l'éducation de qualité, les logements décents demeurent précaires dans les principales villes du pays, Brazzaville, Pointe-Noire, Belizy, Nkondo, et aux abonnés absents dans d'autres localités. Comment expliquer la propension à l'autosatisfaction du PCT? Quelle grille de lecture faudrait-il avoir pour analyser objectivement le bilan économique dont se félicite le PCT en 40 ans de règne? Dans cette vidéo, nous ferons un état des lieux économiques du Congo sous la mandature du président Massamba Deba, qui est, à l'exception du président Denis Sassou Nguesso, le seul chef d'État congolais à avoir pleinement exercé son mandat de 5 ans, ou presque, sans encombre. Et nous mettrons cela en perspective avec le bilan économique du PCT durant les 40 dernières années de règne sans partage. 1960. C'est la date symbolique marquant l'accession à l'indépendance de notre pays. Vert, jaune, rouge. Ce sont les couleurs emblématiques de notre drapeau national. 342 000 km². C'est l'étendue du territoire national qui regorge d'immenses ressources naturelles. Pétrole, bois, manganèse, gaz naturel, or, fer, diamant, plomb, cuivre, potasse, zinc, fleuves, rivières, océans, savanes, forêts et montagnes. C'est ça notre héritage commun. Celui de nos enfants et petits-enfants aussi. Nul n'a le droit de l'ignorer, nul n'a le droit de le contrer. Tous, nous avons le devoir de veiller sur le Congo. Il y a Bisso Congo, car le Congo... Le 5 février 2025, le palais de parlement congolais à Brazzaville a accueilli un événement mémorable pour les militants et sympathisants du Parti congolais du travail, PCT en sigle. Il s'agissait de la célébration du 46e anniversaire du mouvement du 5 février 1979, date marquant l'accession au pouvoir ou l'ascension au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. À l'occasion de cet événement qui se voulait être pour le PCT une cérémonie d'hommage au président de la République, qu'ils appellent affectueusement le Grand Timonier, qui est aussi le président de ce parti, plusieurs membres du bureau politique du PCT ont été appelés à prononcer un discours autour des 3 thématiques, à savoir la paix, la sécurité et l'environnement, et bien sûr les progrès sociaux et économiques
afin de dresser un bilan sur l'héritage politique et économique du président Denis Sassou Nguesso au cours de ces 40 dernières années. Invité à son tour à faire un exposé sur le volet économique et social, Gilbert Ondongo, délégué national du Parti congolais du travail, ancien ministre des Finances et du Budget, a dressé un bilan économique très élogieux. Dans sa communication, il a noté quelques réalisations issues des plans et projets de société du président de la République au cours des gouvernements successifs. De la municipalisation accélérée au début des années 2000 à Ensemble poursuivant la marche. Évoquons par ailleurs les progrès réalisés dans le domaine des infrastructures de base, Gilbert Ondongo a renchéri en déclarant ceci. En 1980, le produit intérieur brut PIB nominal du Congo était de 360 milliards de francs CFA. Après 5 ans d'application de bonnes politiques économiques du président Denis Sassou Nguesso, il était monté à 971 milliards de francs CFA. De même, pendant les 3 premières années d'exécution du Plan national de développement, PND en sigle, au cours de la période de 2012 à 2016, le produit intérieur brut a continué de croître au même rythme. Il a été multiplié par 2 en passant de 4 453 milliards en 2009 à 9 450 milliards de francs CFA en 2014. Grâce aux bonnes politiques économiques et sociales de l'après-guerre de 1997, la mortalité infantile a été divisée en 2 en 20 ans. Le taux de mortalité infantile est en décrue année après année. Il est stabilisé à 31 décès par 1000 naissances vivantes en 2021. Dans le même temps, l'expérience de vie de chaque Congolais était passée de 56 ans en 1979 à 64 ans en 2018, a-t-il indiqué. Il convient de noter qu'il ne suffit pas de balancer des chiffres économiques pour en déduire la pertinence par rapport à la performance économique et sociale. Encore faut-il les mettre en perspective, les replacer dans leur contexte afin d'apprécier l'efficacité des résultats obtenus. Concernant le produit intérieur brut, PIB en sigle, et le budget qui en résulte, tant vanté par l'ancien ministre des Finances et du Budget Gilbert Ondongo, de 1979 à aujourd'hui, le budget congolais a connu des évolutions en hausse, passant de 500 milliards de francs CFA au début des années 80, qui marque aussi l'entrée, l'accession au pouvoir du président de la République Denis Sassou Nguesso, à environ 2500 milliards de francs CFA aujourd'hui. La période 2010 à 2014 étant celle où l'embellie budgétaire aura été la plus prolifique de toute notre histoire, avec des budgets s'établissant à environ 4000 milliards de francs CFA et des excédents budgétaires de l'ordre de 14 000 milliards de francs CFA. Aussi, à partir des années 80, l'économie congolaise a cessé d'être entièrement tributaire des seules ressources forestières et agricoles, comme ce fut le cas pour les années précédentes. À partir des années 80, le pétrole et les produits pétroliers dérivés ont commencé à faire leur entrée dans le calcul du produit intérieur brut, qui est l'indicateur qui détermine le niveau de richesse d'un pays. Ces conditions économiques sont inédites car aucun autre président n'a rencontré au cours de l'exercice de son mandat de pareilles circonstances favorables ou de pareilles conjonctures économiques favorables. Tout compte fait, même avec des budgets colossaux de l'ordre de 4000 milliards, des ressources économiques toujours plus diversifiées et plus abondantes, des conjonctures économiques des plus favorables, le bilan économique du Parti congolais du travail en 40 ans de règne sans partage semble très éloigné du niveau de performance et d'efficacité économique et sociale atteint par le gouvernement de Massamba Deba en seulement 5 ans. La révolution des Trois Glorieuses, marquée par des journées du 13, 14, 15 août 1963,
a profondément marqué l'histoire de notre pays avec le changement de l'orientation idéologique du pays vers le socialisme africain qui avait pour point d'orgue l'organisation de l'activité économique autour d'un État planificateur. Dès son arrivée au pouvoir, à la faveur de cette révolution marquée par les journées du 13, 14, 15 août 1963, Masomba Deba marque le coup avec des réformes structurelles très audacieuses. Il s'agira avant tout de procéder à la nationalisation des entreprises privées et à la constitution d'un secteur agricole d'État avec la création de plusieurs entreprises congolaises. On notera par exemple les entreprises suivantes. La Régie nationale des palmeraies du Congo, RNCP en sigle. Le complexe agro-industriel d'État de Mansumba, CAIM en sigle. La Société agro-pastorale de Madingu, CAPM en sigle. L'Office national de commercialisation des produits agricoles, ONCPA en sigle. L'Office du café et du cacao, OCC en sigle. L'Office congolais du tabac, OCT en sigle. L'Office des cultures vivrières, OCV en sigle. L'Office congolais du bois, OCB en sigle. L'usine d'aliments de bétail, UAB en sigle. L'Office du gros bétail, UGB en sigle. L'Office national d'importation de viande en gros, ONIVG en sigle, opérant tant au niveau de la production directe qu'à celui de la commercialisation. Toutes ces mesures visent à assurer l'autogestion des entreprises pour favoriser l'indépendance et responsabiliser les travailleurs congolais. Nationaliser les secteurs stratégiques afin de limiter l'influence extérieure, l'influence étrangère et renforcer la souveraineté nationale. Renforcer la coopération et les relations avec les pays socialistes comme l'URSS et la Chine afin, bien entendu, de renforcer la souveraineté nationale. Dans un contexte post-indépendance toujours marqué par le contrôle de la totalité du secteur de l'économie congolaise par des entreprises françaises et occidentales, Masomba Deba, à travers ces mesures, veut donner plus de pouvoir aux travailleurs congolais tout en réduisant l'influence et la dépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale française et de ses affidés occidentaux. Il affiche sa ferme volonté à construire un modèle politique et économique autonome dont les piliers reposent sur un principe simple: produire tout ce que le pays peut produire en vue de réduire l'importation des biens substituables, ce qui dans l'esprit de Masomba Deba suppose n'importer que des produits nécessaires dans un esprit de réciprocité et bien sûr encourager la consommation locale. À peine une année après la mise en place de toutes ces mesures, les résultats sont déjà palpables. Avec très peu de moyens et sans apport de revenus pétroliers, Masomba Deba mène une gestion saine et entame un vaste programme de développement. De 1963 à 1968, il fait construire une cinquantaine d'usines, des usines de cimenterie, des usines de textile, des usines de minoterie, des usines de huilerie, des écoles voient le jour. Il pose ainsi les jalons d'une industrie embryonnaire qui va véritablement mettre le Congo sur la voie du développement. Sous Masomba Deba, la République du Congo connaît un essor industriel sans précédent. L'école congolaise devient un modèle de référence régionale soutenu par l'État. Sur le tableau d'indice de développement humain, le pays surperforme et affiche des résultats exceptionnels, dépassant la Chine de l'époque, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la plupart des pays de la sous-région, avec un meilleur système de santé, un meilleur système d'éducation, un taux de scolarité et d'alphabétisation frôlant les 100%, un meilleur taux de rendement et de satisfaction des travailleurs de l'époque. Bref, le Congo a véritablement amorcé sous Masomba Deba sa révolution industrielle et économique. Et pour vous donner une idée du niveau de performance en matière économique et budgétaire, le Congo sous Masomba Deba, avec un budget national de 10 milliards de francs CFA,
a pu construire le stade de la Révolution, plus connu sous le nom du stade de Massamba-Déba, ainsi que toutes les voies d'accès autour de ce stade. Le tout pour un budget de seulement 1 milliard de francs CFA, financé en fonds propres. Grâce à toutes ces réalisations, grâce à toutes ces infrastructures de base, le pays a vraiment réussi l'amorce de sa marche vers le développement, grâce auquel le pays a notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Grâce à cette embellie économique, grâce à cet écosystème industriel et économique, le pays a connu l'une des rares périodes de gloire, de bonheur, de félicité de toute son histoire. Et ceux qui ont vécu cette période en témoignent presque avec beaucoup de nostalgie. Par conséquent, quand on compare ce bilan de Massamba-Déba dans ce laps de temps entre 1963 et 1968 avec le bilan du PCT au cours seulement de la période de 2020 à maintenant, on s'aperçoit que le compte n'y est pas. Le PCT n'a même pas fait le 1/3 de ce que Massamba-Déba a pu accomplir. Et en plus, le PCT a très fortement endetté le pays. Et ce, malgré tous les budgets colossaux dont elle a pu bénéficier, malgré toutes les conjonctures économiques favorables, entraînant des hausses de prix de baril avec une hausse de la production de la production pétrolière dans notre pays, avec une diversité des ressources économiques. Bref, malgré tout cela, le PCT n'a pas su offrir au peuple la félicité, le bonheur, l'épanouissement économique et social pour chaque Congolais. Au contraire, le PCT a très fortement endetté le pays avec une dette qui plafonne à plusieurs centaines de milliards au cours des 20 dernières années. Voici ce qu'en disait l'ancien ministre des Finances et du Budget, Rigobert Andeli. Ceci dit, monsieur le ministre, où en est-on avec le rééchelonnement de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine? D'ailleurs, à combien elle s'élève? Voilà ma première question. Merci beaucoup, monsieur le Lucien Martial. Je voudrais répondre donc à votre question en 2 volets, en les séparant. Le premier volet, et vous l'avez très bien dit, c'est celui de la dette. En ce qui concerne la première question, vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Avec Massamba-Déba, l'autosuffisance alimentaire n'était pas qu'une vue de l'esprit, mais bien une réalité palpable constatée par tous les Congolais, car l'État congolais produisait à peu près tout ce dont la population avait besoin, des fruits et légumes, en passant par les viandes bovines et volailles, et bien sûr du textile et les huiles pour friture. Alors qu'avec le PCT, l'autosuffisance alimentaire est passée de simples slogans à une triste réalité d'endettement et de dilapidation des maigres ressources de l'État. Tenez, selon les Échos de Brazzaville, un journal bien connu de Brazzaville, pour ses besoins alimentaires, le Congo dépense chaque année pour à peu près 800 milliards de francs CFA. Cela signifie que chaque année, nous enrichissons d'autres pays à hauteur de 800 milliards de francs CFA au titre des biens alimentaires que nous importons. Ce qui implique par conséquent un appauvrissement de 800 milliards de francs CFA dans un contexte économique marqué par la réduction des revenus pétrolières et fiscale
suite à des conjonctures économiques défavorables cette fois-ci. Ces dépenses portent notamment sur l'importation de 78 000 tonnes de riz ordinaire, 24 705 tonnes d'huile de palme végétale, 16 000 tonnes de viande bovine, 46 000 tonnes de viande porcine, 106 000 tonnes de volaille, 32 000 tonnes de poissons de mer congelés, et le tout donc pour un montant de 800 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont rapportés et confirmés par Claude Sillou en personne, ministre en charge du commerce, des approvisionnements et de la consommation, lors d'une séance de questions orales avec débat au Parlement le 15 août 2024. N'est-ce pas là un constat d'échec? N'est-ce pas là un aveu d'impuissance et d'échec? Le pays dépense des sommes faramineuses sur l'alimentaire alors qu'il est naturellement doté d'environ 10 millions de terres cultivables, d'une pluviométrie annuelle estimée à 1200 et 2000 mm par litre ou mètre carré, et bien sûr un réseau hydrographique abondant. À titre de comparaison, vous avez un pays comme Israël, un pays aux 22 070 km² contre 342 000 km² pour le Congo, est un petit pays avec à peine 290 000 hectares de surface agricole, avec un 2/3 du territoire du pays qui se trouve en zone aride, et pourtant Israël est exportateur des agrumes, oranges, citrons, mais aussi des produits agricoles tels que la pomme de terre, la carotte, des agrumes, du citron, de l'orange. Alors que le Congo, lui, continue au contraire d'importer même du manioc pour nourrir sa population avec des produits surgelés en provenance des pays occidentaux qui sont considérés comme des rebuts industriels et qui atterrissent dans nos assiettes et qui par conséquent nous causent autant de maladies que de problèmes de santé. De toute évidence, ça n'est une surprise pour personne. L'état actuel de notre pays, la République du Congo, est la conséquence directe des choix politiques inadaptés, dépourvus de vision stratégique. Car il faut une bonne dose de vision stratégique, de patriotisme et de volonté politique combinés ensemble pour transformer en profondeur un pays et offrir à son peuple les meilleures conditions de vie et un épanouissement socio-culturel et scientifique. C'est vrai pour le général de Gaulle en France, c'est vrai pour Mao Zedong en Chine, c'est vrai pour Roosevelt aux États-Unis. Et c'est aussi vrai pour tous les dirigeants du monde qui ont pu atteindre cet idéal. Je pense que Massamba Deba en fait partie, car il a réussi à mobiliser autour de lui toutes les personnes ayant des compétences lui permettant de matérialiser, de traduire en action politique toute cette ambition politique, toute cette vision stratégique. Sa seule boussole fut l'ambition de transformer en profondeur le Congo et d'offrir aux Congolais le meilleur de ce qui pouvait leur arriver en faisant abstraction des clivages et des considérations ethniques. Sa seule boussole, c'était justement de mettre le Congo en orbite et de l'emmener là où son destin voulait qu'il aille. Je considère donc que Massamba Deba a, au regard de son bilan, un parcours, une trajectoire et un héritage beaucoup plus impactant, beaucoup plus significatif que celui jusqu'ici laissé par le PCT. Son action politique témoigne d'un moment d'audace et d'espoir collectif dans une période où le Congo croyait encore en son destin et en sa capacité à tracer sa propre voie loin des modèles et des schémas coloniaux. À travers sa vision, son volontarisme, l'ambition d'un projet de société fondé sur le progrès social, économique, la transformation et l'innovation n'est plus une utopie, mais plutôt une réalité palpable, une réalité sur laquelle peut se construire l'avenir du Congo de demain. Encore faut-il le vouloir, encore faut-il s'inspirer des aspects
favorable de l'héritage laissé par Massamba Deba. Ces réformes, bien que contestées par une certaine frange de la population, ont permis à ouvrir la voie à une réflexion sur l'indépendance économique et à la souveraineté nationale. Ce rêve est-il encore possible aujourd'hui? Cette question, il appartient aux acteurs politiques de tous bords, de l'opposition et de la majorité du pouvoir en place, d'y répondre, car c'est à eux de se l'approprier afin de transformer le Congo en profondeur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que l'héritage de Massamba Deba, d'un point de vue économique et strictement économique, est à bien des égards supérieur à l'héritage de Massamba, du PCT? Est-ce que vous partagez l'enthousiasme et l'autosatisfaction du Parti congolais du travail des membres de ce parti qui se satisfont de bilan de leur action à la tête du pays au cours de ces 40 dernières années? Quel regard portez-vous sur l'action économique et sociale et l'impact qui en résulte du PCT par rapport au bilan de Massamba Deba? Est-ce que vous étiez au courant, étiez-vous informé des réalisations de Massamba Deba au cours de la période de 1963 à 1968? Si oui, que pensez-vous de ces actions, de l'action de Massamba Deba à la tête de notre pays? Comment placez-vous son action par rapport à l'héritage global des hommes politiques dans notre pays? Faites-le moi savoir, et ainsi cela permettra d'alimenter davantage, d'enrichir pourquoi pas cette vidéo à bien des égards par rapport à ce que vous avez à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager afin de nous encourager et d'aider cette vidéo à se diffuser partout dans la communauté congolaise, mais aussi en dehors, afin que d'autres personnes puissent découvrir notre chaîne, ce que nous développons comme thématique, et ainsi nous aider à développer notre chaîne. Merci donc de liker et de partager ce contenu. Jusqu'à une prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt.